Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle,
des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner.
Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leur tombe afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux.
ce qui indique peut-être qu'ils souhaitaient se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Tu cours dans la forêt nocturne pendant plus d'une heure. Tu es plus rapide qu'un guépard. Tu n'es pas fatigué et tu n'as pas froid. Tu entends le déplacement d'une souris entre les racines d'un arbre et tu captes toutes les odeurs de la forêt. Grâce à ta vision nocturne, tu vois un oiseau dans le ciel. Tu peux rester des mois sans nourriture ni eau. Tes branchies te permettent de nager librement sous l'eau. C'est ainsi que l'évolution a créé les humains dans un monde parallèle, des organismes surperformants préparés à tout ce qu'ils pourraient rencontrer dans la nature. Dans notre monde, les choses sont un peu plus compliquées. Nous avons évolué, mais nous ne sommes pas toujours devenus plus forts. Les humains n'ont survécu que parce qu'ils se sont adaptés et ont transformé le monde qui les entoure. Un humain n'a que 32 dents. Lorsqu'elle tombe, elle ne pousse plus. Mais l'évolution ne s'arrête pas. Nos aliments sont devenus plus tendres et plus nutritifs. Tu n'as pas besoin de les mâcher pendant longtemps. Le nouveau régime alimentaire a réduit la mâchoire et agrandi le cerveau. Résultat, il n'y a plus de place pour les 4 dents les plus proches de l'articulation. On les appelle les dents de sagesse. Dans le futur, nous n'aurons que 28 dents. Et même aujourd'hui, 35% des gens n'ont pas de dents de sagesse. Homo sapiens est le seul mammifère à avoir un menton. Il s'agit de la protubérance le long du bord inférieur de la mâchoire. Même nos proches parents, les gorilles et les chimpanzés, ont la mâchoire inclinée vers l'intérieur. Les anthropologues pensent que le menton est le résultat de la réduction du visage humain. Peut-être que dans le passé, le menton soutenait notre puissante mâchoire et renforçait notre force. Au cours de millions d'années d'évolution, le visage a rétréci, mais le menton est resté. Pose ta main sur une surface plane, relie ton annulaire et ton pouce, plie ton poignet et tu verras peut-être le muscle long palmaire. 15% des gens n'ont pas ce muscle. Il n'affecte pas la force de préhension et a aujourd'hui perdu son utilité. Il y a des millions d'années, il permettait à nos ancêtres de grimper adroitement aux arbres. L'évolution nous a privés de cette compétence utile, mais son souvenir est resté en nous. Les chiens, les chevaux, les singes et bien d'autres animaux peuvent bouger leurs oreilles. Cela leur permet de mieux entendre et de communiquer entre eux.
Les humains ont un long cou flexible, mais l'évolution les a privés de cette capacité. Pourtant, 20% des humains modernes peuvent le faire. C'est un rappel additionnel d'une époque où nous n'étions pas très différents des autres animaux. 10% des gens ont un tubercule de Darwin dans leur oreille. Dans le passé, nous avions des oreilles pointues ressemblant à celles des macaques modernes, et cette petite bosse en est la preuve. Lorsqu'un manchot empereur fait éclore ses œufs, il ne mange pas pendant 115 jours. Les scorpions peuvent rester sans manger pendant une année entière. L'évolution n'a pas donné aux humains une bosse de graisse semblable à celle des chameaux, ni la capacité d'hiberner comme un ours. Chaque matin, nos ancêtres se réveillaient et luttaient pour leur survie. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour cela. Nous devons donc manger tous les jours. Ce n'est pas très pratique, surtout quand ta nourriture n'est pas vendue dans un supermarché, mais qu'elle court à travers la forêt ou nage dans la rivière. Dans le cerveau humain, à tout moment, 100 milliards de neurones fonctionnent. Grâce à cela, tu as une bonne mémoire et tu peux parler. C'est essentiel pour la survie. Mais un gros cerveau présente un défaut. Pour que les neurones fonctionnent, il a besoin de beaucoup de carburant. Il ne représente que 2,5% du poids du corps, mais consomme 20% de son énergie. En 2 heures de jeu d'échecs, un grand maître brûle 560 calories. Un joueur de tennis professionnel dépensera la même quantité d'énergie en une seule heure. Les gros cerveaux nous rendent faibles. Même un petit chimpanzé est beaucoup plus fort qu'un humain. Pourquoi as-tu besoin de muscles si tu ne te balances plus sur les branches? Mais tu as besoin d'un gros cerveau pour négocier et coopérer avec d'autres personnes. Nous sommes devenus plus faibles et nous aimons de plus en plus nous allonger sur le canapé. C'est une position confortable pour réfléchir. La nuit, nos ancêtres étaient particulièrement vulnérables. Lorsque tu dors dans un nouvel endroit, le côté gauche de ton cerveau est plus éveillé que le droit. Cette réaction du cerveau s'appelle l'effet première nuit. Il s'agit d'une ancienne réaction du corps au danger qui rôdait dans l'obscurité. Il y a 40 à 60 millions d'années, l'évolution nous a donné une autre peur. Nous sommes nés avec la peur d'être mordus par un serpent ou une araignée. Apparemment, ces animaux étaient le principal danger pour les premiers primates. Les anthropologues disent que nous sommes devenus des coureurs il y a 2 millions d'années. Des épaules larges permettent de balancer facilement les bras et de garder l'équilibre. Un ligament spécial s'étend de la colonne vertébrale à l'arrière de la tête. Il stabilise la tête pendant la course. Aucun primate n'a de muscles fessiers puissants. Il ne fonctionne à pleine puissance que lorsque tu cours. L'absence de poils et la présence de 3 millions de glandes sudoripares empêchent notre corps de surchauffer. Les humains sont de parfaits coureurs. Mais l'évolution nous a rendus lents. Tu ne dépasseras jamais un chimpanzé sur une courte distance. Et c'est sans parler des guépards. Ils accélèrent jusqu'à une vitesse incroyable de 113 km/h. Mais presque tous les animaux terrestres sont des sprinteurs et ne courent pas pendant plus de 10 à 15 minutes. A l'inverse, les humains sont adaptés aux longues distances. Marcher sur 2 jambes a aidé nos ancêtres à résoudre de nombreux problèmes. Ils ont libéré leurs mains pour transporter de la nourriture ou des outils. 2 jambes et un dos droit ont rendu nos ancêtres plus grands et encore plus effrayants pour les autres animaux. Lorsque tu te tiens sur 2 jambes, tu aperçois rapidement un tigre à dents de sabre qui t'attend dans les hautes herbes des plaines ou de la savane africaine. Le poids de ton corps est réparti sur seulement 2 membres, et cela a des conséquences. Tu peux tranquillement marcher dans la rue, trébucher et te blesser à cause de cela. Considère que c'est le prix à payer pour la marche debout. Alors pourquoi avons-nous besoin d'orteils? Certainement pas pour les cogner au coin des meubles. Lorsque nos ancêtres vivaient dans les arbres, les orteils les aidaient à s'accrocher aux branches. Imagine que tu puisses travailler sur ton ordinateur, faire des dessins ou préparer des œufs brouillés, tout cela avec tes pieds. Ce serait super, mais l'évolution nous a encore privés de cette aptitude. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les arbres, mais nos pieds sont restés souples. En y réfléchissant bien, les sabots nous conviendraient mieux. Ils sont durables et n'ont pas besoin de chaussures. Mais jusqu'à ce que nous évoluions à nouveau, nos pieds resteront fragiles. Ils ont chacun 26 os, ce qui ne rend pas notre marche ou notre course plus sûre. Tu vas au cinéma, tu prends ton seau de pop-corn et tu commences à le grignoter en prévision d'un excellent spectacle. Mais ensuite, tu commences à t'étouffer. Ces quelques minutes de toux et de larmes involontaires semblent durer une éternité. L'humain est le seul mammifère qui peut s'étouffer avec sa nourriture. Nous ne pouvons pas manger et respirer en même temps. La raison en est la structure de notre appareil vocal. Ton larynx se trouve dans ta gorge et c'est grâce à lui que tu peux parler, mais pas en mangeant. La chair de poule, ou horripilation, est le nom du réflexe qui rend ta peau non pas lisse, mais bosselée. Cela se produit lorsque tu as froid ou que tu as peur. Nos ancêtres étaient couverts de poils épais. Quand ils avaient peur, les follicules pileux se soulevaient
Cela les rendait plus grands et menaçants pour les autres animaux. Cette réaction naturelle réchauffait le corps alors que l'air devenait plus froid. Le corps des humains modernes n'a plus de poils longs et épais. Mais si ce film est vraiment effrayant, ou si tu as oublié ta veste le soir, la chair de poule apparaît quand même. Les ours, les hérissons, les chauves-souris, certaines tortues, les poissons et les insectes, toutes ces créatures ont une chose en commun, elles hibernent. Les scientifiques affirment que nos ancêtres étaient aussi sur cette liste. Dans une grotte du nord de l'Espagne, des chercheurs ont trouvé des ossements fossilisés d'humains préhistoriques. L'analyse a montré qu'il y a 500 000 ans, les humains pouvaient passer plusieurs mois à hiberner comme les ours. Grâce à cela, ils ont survécu à la période glaciaire. Nos yeux nous permettent de voir la poussière dans l'air et les énormes montagnes à l'horizon. Nous voyons le monde en couleurs et reconnaissons les visages des autres. Et lorsqu'il fait plus sombre, notre vision s'adapte rapidement aux nouvelles conditions. Mais nous ne voyons pas bien dans l'obscurité. L'évolution ne nous a pas donné la vue d'un tarsier. Ce primate, de la taille d'une batte de baseball, peut parfaitement voir dans l'obscurité. Les tarsiers pourraient facilement attraper un scarabée volant dans la forêt nocturne. Toutefois, tu ne voudrais peut-être pas que tes yeux occupent la majeure partie de ton visage. Et les scarabées ne font pas vraiment partie de tes encas préférés après la tombée de la nuit, si ? Le Canada est connu pour ses montagnes enneigées, ses immenses forêts, ses lacs, ses habitants chaleureux et son délicieux sirop d'érable. Eh bien, on peut ajouter une autre chose à la liste. On y trouve la plus ancienne eau du monde. En 2016, des chercheurs ont foré à une profondeur de 3 km et ont trouvé une ancienne poche d'eau dans la mine de Kidd, en Ontario. Cette eau serait âgée d'au moins 2 milliards d'années. Cette eau se trouvait dans l'une des cavernes les plus profondes du sol canadien, qui compte plus de 3 millions de kilomètres carrés. Géologiquement, c'est l'un des plus grands boucliers continentaux du monde. La région subit une très faible activité tectonique, ce qui explique peut-être pourquoi cette eau est restée intacte aussi longtemps. Des scientifiques ont analysé cette eau et y ont trouvé des gaz dissous d'hélium, d'argon, de xénon et de néon. Il y avait même des traces de microbes datant de plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'une découverte importante, qui permet aux scientifiques de remonter le temps jusque très loin. Si l'on peut trouver de l'eau pouvant accueillir la vie à plusieurs kilomètres sous la Terre, il est possible de trouver la même chose sur d'autres planètes comme Mars, Saturne et les lunes de Jupiter. Le point Nemo est le point le plus éloigné de toutes les terres. On l'appelle aussi point océanique d'inaccessibilité. Il est si éloigné de la Terre que les humains qui s'en approchent le plus sont en fait les astronautes. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une distance d'environ 400 km, alors que l'endroit habité sur Terre le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2687 km, et ce, quelle que soit la direction. Comme son nom officiel est un peu long, il a été surnommé Point Nemo en référence au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Nemo signifie « personne » en latin, ce qui convient parfaitement à cette région du globe. La forêt tordue se trouve à Gryfino, en Pologne. Il s'agit d'un groupe d'environ 400 pins au tronc courbé qui ont été plantés dans les années 30. Ils penchent vers le nord à un angle de 90 degrés à partir de la base de l'arbre, puis font demi-tour pour finir par remonter droit vers le ciel. Ces étranges courbes mesurent de 90 cm à 2,70 m, mais les arbres sont en bonne santé et beaucoup atteignent même près de 15 mètres de hauteur. Ces pins tordus sont entourés d'une plus grande forêt de pins tout à fait normaux. Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle ils sont tordus ainsi. Les théories concernant cette étrange croissance vont des conditions météorologiques à l'intervention humaine, mais personne n'est vraiment sûr. La rivière Hamza est l'une des plus longues et des plus larges rivières au monde et elle se trouve juste au-dessous du fleuve Amazon. À une profondeur de 4 km, cette rivière coule à peine plus vite qu'un filet d'eau par rapport au fleuve gigantesque qui la surplombe. L'Amazone se déverse dans l'Atlantique à raison d'un débit d'environ 133 millions de litres par seconde, tandis que l'Hamza ne parvient qu'à 3,8 millions de litres par seconde. De longueur à peu près égale à celle de l'Amazone, soit environ 6000 km, c'est sa largeur qui a stupéfié le monde scientifique. Elle mesure entre 200 et 400 km, alors que l'Amazone atteint 100 km de large au maximum. La grotte des cristaux a été découverte en 2000 lorsque des mineurs ont drainé l'eau d'une mine de zinc dans l'état de Chihuahua au Mexique. On a alors découvert une grotte enchanteresse remplie de cristaux de gypse colossaux qui mesuraient plus de 10 mètres de long et presque 1 mètre de large.
Ils étaient si purs que les scientifiques étaient incapables de déterminer leur âge. Mais les chercheurs pensent avoir découvert un échantillon de bactéries vieilles de 50 000 ans à l'intérieur de l'un de ces cristaux. Également connu sous le nom de rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales est l'une des merveilles naturelles de Colombie. C'est un ensemble de chutes d'eau, de bassins et de cavernes, mais la rivière elle-même est la véritable star. Chaque année, entre juin et novembre, la rivière hypnotise ses spectateurs avec des nuances de jaune, vert, bleu, noir et rouge, créant un véritable arc-en-ciel liquide. Ce phénomène est dû à une plante rouge qui pousse dans la rivière. Les autres couleurs viennent des roches noires, des algues vertes, de l'eau cristalline et du sable jaune. Les couleurs changent chaque année en raison de la croissance de la plante, due aux précipitations, à la température et à la lumière du soleil. Le reste de l'année, cette rivière est juste verte. Des scientifiques d'Hawaï ont découvert que les algues rouges produisent des sons dans l'eau située autour des récifs coralliens. On pensait que ce bruit provenait des crevettes jusqu'à ce que les chercheurs fassent le lien avec la présence d'algues et se mettent à observer des bulles. Lorsque ces algues utilisent la photosynthèse pour se nourrir, elles produisent de minuscules bulles qui s'accumulent sur leur surface. Lorsque ces bulles se détachent, elles émettent un son. Les récifs peuvent être étouffés s'ils sont recouverts par trop d'algues. Le fait de découvrir que la photosynthèse produit un son pourrait aider à la préservation des récifs, car les algues pourraient fournir une alerte précoce aux scientifiques afin qu'ils puissent empêcher l'envahissement des zones vulnérables. Après les fortes pluies et l'activité sismique qui ont frappé la vallée du Grand Rift au Kenya en mars 2018, une faille s'est ouverte sur le sol, mesurant plusieurs kilomètres de long et plus de 15 mètres de large à certains endroits. Concrètement, elle a déchiré l'Afrique en deux. L'Afrique repose sur deux plaques continentales, la nubienne et la somalienne. Avec l'activité du manteau terrestre, ces plaques s'écartent les unes des autres et cela crée d'énormes failles que nous voyons parfois à la surface. Il faudra des millions d'années pour que cet immense continent soit réellement coupé en deux. Mais lorsqu'il le sera, un nouvel océan sera créé. L'eucalyptus deglupta, qui pousse dans les forêts tropicales d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, semble tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film fantastique. Pouvant atteindre la hauteur de 76 mètres dans son environnement d'origine, cet arbre unique en son genre a une écorce qui présente des stries vertes, bleues, oranges, violettes et rouges. Lorsque les bandes d'écorce se détachent, les couleurs de l'arbre changent et l'écorce interne vert vif est révélée. Au large de l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a une vue spectaculaire qui vaut vraiment la peine de faire un tour en avion. Ce qui ressemble à une chute d'eau sous-marine est en fait du sable provenant des côtes qui est poussé par les courants océaniques depuis une plateforme côtière et qui tombe dans les profondeurs de l'océan à l'extrémité sud de l'île. Les fonds marins situés autour des îles atteignent généralement 8 à 150 mètres de profondeur, mais ici, ce creux descend sur plusieurs kilomètres, créant l'illusion d'une cascade. Ce plateau océanique n'existait pas il y a quelques millions d'années et il est apparu assez récemment. Les arbres marcheurs de l'Amazonie représentent l'une des manières les plus singulières utilisées par les plantes pour se déplacer et atteindre l'endroit parfait afin de se développer. Ils laissent leurs nouvelles racines remplacer les anciennes, marchant littéralement à la recherche de plus de lumière. Au fur et à mesure que ces nouvelles racines s'enfoncent dans le sol, l'arbre se penche vers elles et abandonne lentement ses anciennes. Ce voyage vers un meilleur endroit peut prendre du temps, car ces arbres ne se déplacent que de 2 cm par jour, ce qui fait quand même plusieurs mètres par an. Tu imagines ça dans ton jardin? Tu plantes un arbre là, et l'année d'après, il est tout là-bas. Dans le sud du Costa Rica, 300 boules de pierre sont disséminées dans la forêt. Certaines pèsent autant qu'une boule de bowling, mais d'autres peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Leur utilité et la façon dont elles ont été créées nous échappent encore. Découvertes dans les années 30, beaucoup d'entre elles ont été déplacées et transportées dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a commencé à préserver le site. Si ces pierres restent un mystère, les archéologues savent qu'elles sont faites de granodiorite, une roche semblable au granit. Si elles ont été sculptées par une quelconque civilisation, leur forme sphérique quasi parfaite a dû être obtenue par burinage au moyen de petites pierres. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un endroit qui semble appartenir à une autre planète. Avec ses bassins de lave, ses sources chaudes aux couleurs fluo et ses vastes étendues de sel, elle enregistre une température moyenne annuelle de 34,4 degrés Celsius. Des gaz toxiques couvrent la région car ses sources chaudes sont remplies d'acide. Pire encore, elle ne reçoit pas plus de 10 cm de précipitations annuelles. C'est aussi l'un des endroits les plus bas de la planète, à 125 mètres sous le niveau de la mer.
Pas étonnant que ce soit l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djeser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djeser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors
au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Vous êtes bien plus néandertalien que vous ne le pensez, du moins en ce qui concerne votre ADN. Ces anciens hominidés étaient plus trapus et plus robustes que les humains d'aujourd'hui. Ils fabriquaient des outils en pierre, maîtrisaient le feu, portèrent des vêtements et pratiquaient certains rituels spécifiques. La théorie officielle voudrait qu'ils se soient éteints il y a 40 000 ans. Toutefois, une nouvelle étude suggère qu'il est probable que les néandertaliens ne se soient jamais complètement éteints, mais aient plutôt fusionné avec les humains modernes. Il semblerait que chaque être humain actuel possède environ 3% du génome néandertalien dans son ADN. Si cela est avéré, cela indiquerait que les néandertaliens étaient bien plus liés à nos ancêtres que nous ne le pensions, partageant avec eux une longue histoire de cohabitation. Les néandertaliens étaient des proches parents des humains modernes. Mais nos lignées se sont séparées il y a environ un demi-million d'années. Il y a plus de 10 ans, les scientifiques ont découvert que les néandertaliens formèrent des familles avec les premiers humains ayant quitté l'Afrique. En conséquence, les populations vivant aujourd'hui en dehors de l'Afrique possèdent environ 1 à 2% d'ADN néandertalien dans leur patrimoine génétique. À ce jour, nous disposons de seulement 3 exemples vraiment concluants de code génétique complet provenant de ces anciens hominidés. Le premier provient d'os découverts dans une grotte en Croatie, datant de 50 à 65 000 ans. Les 2 autres exemples, âgés d'environ 80 000 et 50 000 ans, ont été retrouvés dans 2 grottes situées en Eurasie. Les scientifiques ne sont pas encore certains de la manière dont l'ADN des humains modernes s'est introduit dans l'alphabet génétique des néandertaliens, en raison du manque de matériel à étudier. Cependant, en comparant l'ADN de 3 néandertaliens avec celui de 2000 humains modernes,
Ils ont découvert que cet ADN pourrait contenir jusqu'à 3,7% de code génétique humain. Cela signifierait que dans l'ancienne population néandertalienne, environ 1 parent sur 30 était un Homo sapiens. Les chercheurs ont découvert que l'ADN des humains modernes s'était intégré au patrimoine génétique néandertalien lors d'au moins 2 périodes distinctes de métissage entre les deux espèces. La première aurait eu lieu il y a 200 000 à 250 000 ans, et la seconde, il y a environ 100 000 à 120 000 ans. Il est possible que d'autres périodes de mélange aient existé, mais elles ne sont pas observables dans les séquences d'ADN dont nous disposons aujourd'hui. Une autre étude récente, qui ne fait pas encore l'unanimité au sein de la communauté scientifique, suggère que la majorité de l'ADN néandertalien présent chez les humains modernes proviendrait d'une seule grande période de métissage, survenue il y a environ 47 000 ans, et qui aurait duré près de 6 800 ans. Des crânes datant de presque 100 000 ans ont été découverts dans 2 grottes au Moyen-Orient. Ces crânes, qui semblent appartenir à certains des premiers hommes modernes, présentent des caractéristiques comme des arcades sourcilières plus proéminentes, suggérant la présence d'ADN néandertalien. Cela pourrait s'expliquer par un flux génétique des néandertaliens qui s'inscrirait dans la période de métissage évoquée. L'étude s'est également penchée sur les divergences génétiques entre les 3 génomes néandertaliens disponibles, révélant que leur population était encore plus réduite qu'on ne le croyait auparavant. Ce constat pourrait constituer une nouvelle preuve que les néandertaliens n'ont pas simplement disparu, mais qu'ils se sont en réalité fondus dans le patrimoine génétique des humains modernes. De nombreux groupes d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique et se sont tant mêlés avec les néandertaliens que ces derniers n'ont pu demeurer à part. À l'avenir, les chercheurs ambitionnent d'explorer l'impact de l'ADN des humains modernes sur les néandertaliens, ce qui pourrait éclairer les conséquences, positives ou négatives, d'un tel métissage. Les néandertaliens ne sont pas nos seuls ancêtres éloignés. Autrefois, au moins 9 espèces humaines peuplaient notre planète. L'une d'elles, Homo habilis, surnommé l'homme habile, doit ce nom à la découverte d'outils en pierre parmi ses restes. Cet hominidé a vécu en Afrique orientale et australe, il y a 2,4 à 1,4 millions d'années. Homo habilis se distinguait par un cerveau légèrement plus volumineux que celui de ses prédécesseurs et un visage rappelant celui des grands singes. L'Homo habilis mesurait environ 1,20 m et avait une alimentation variée. Pendant longtemps, les scientifiques l'ont considéré comme le plus ancien membre de la lignée humaine. Cependant, de nouvelles méthodes de datation ont révélé que l'Homo erectus, un autre hominidé, pourrait être plus ancien et ne pas être directement apparenté à l'Homo habilis. Homo naledi, découvert en 2013 dans une grotte en Afrique du Sud, est un membre encore plus énigmatique de notre famille humaine. C'est la seule région du monde où ces restes aient été retrouvés. Bien qu'ils se soient déplacés debout, mesurant environ 1,40 m pour un poids d'environ 40 kg, ils étaient également adeptes de l'escalade. Leur cerveau était petit, et nous connaissons peu de choses sur leur mode de vie, car aucun outil en pierre ou autre élément culturel n'a été découvert. Toutefois, certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils pourraient avoir enterré leurs morts et pratiqué l'art rupestre. En 2010, des fossiles ont été mis au jour dans une grotte de Sibérie, mais leur appartenance à une espèce précise restait incertaine. Ces fossiles sont ceux des Denisoviens, un groupe ayant vécu entre 1904 000 et 50 000 ans avant notre ère. Bien que peu de fossiles de Denisoviens aient été découverts, les analyses ADN ont révélé qu'ils étaient étroitement liés aux Néandertaliens et aux humains modernes. Ils ont même formé des familles avec les premiers humains, notamment en Asie du Sud-Est. Faute de fossiles suffisants, les Denisoviens n'ont pas reçu de nom d'espèces distinctes, mais leurs gènes se retrouvent dans l'ADN des humains actuels, suggérant qu'ils pourraient appartenir à notre propre espèce. À mesure que les chercheurs approfondissent leurs études sur les Denisoviens et les fossiles découverts en Asie, notre compréhension des différentes espèces humaines et de leur place dans notre arbre généalogique pourrait s'affiner. En 2003, des fossiles d'une espèce humaine de très petite taille ont été mis au jour dans une grotte sur l'île de Flores, en Indonésie. Ces individus, appartenant à l'espèce Homo floresiensis, ont vécu de 100 à 5000 ans avant notre ère. Ils ne mesuraient qu'environ 1 mètre de hauteur. Les scientifiques pensent qu'ils descendent probablement de l'Homo erectus et qu'ils auraient rétréci au fil du temps, en raison des ressources alimentaires limitées sur cette île isolée. En raison de leur petite stature, ils sont parfois surnommés les hobbits. Il y a environ 4000 ans, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous, étaient les derniers représentants d'une lignée diversifiée d'espèces humaines capables de se mouvoir sur 2 jambes. La question se pose alors,
Que sont devenues les autres espèces? Et avons-nous joué un rôle dans leur disparition? Certains experts suggèrent que notre survie serait due à la longévité accrue de notre progéniture ou à notre meilleure capacité à nous adapter au changement climatique. D'autres pensent que nous avons peut-être concurrencé ces autres espèces humaines, voire fusionné avec elles en partageant nos gènes. Les premiers Homo sapiens, qui sont apparus en Afrique il y a environ 3000 ans, ne nous ressemblaient pas exactement, mais ils étaient bien plus proches de notre aspect que les autres hominidés. Ils avaient des crânes hauts et arrondis avec des fronts presque verticaux. Contrairement aux Néandertaliens, ils ne possédaient ni les épais sourcils ni les mâchoires saillantes présentes chez l'Homo naledi. Fait intéressant, ils avaient également un menton, une caractéristique unique parmi les premiers humains, bien que sa fonction reste un mystère. Les Homo sapiens vivaient en groupes plus importants et possédaient une diversité génétique plus grande que les autres hominidés. Cette organisation sociale étendue offrait de nombreux avantages, non seulement pour la santé, mais aussi pour la survie. Les vastes réseaux entretenus à travers diverses régions agissaient ainsi comme un filet de sécurité. En cas de pénurie, ils pouvaient se tourner vers d'autres groupes et ces derniers leur portaient assistance, car ils n'étaient pas considérés comme des rivaux, mais comme une seule et même famille. Ces réseaux étendus facilitaient également la diffusion d'idées et d'inventions nouvelles. Une simulation de grande ampleur a révélé que les espèces humaines ultérieures ont pu coloniser divers environnements grâce à ces vastes réseaux et à leur remarquable capacité d'adaptation. Bien que les Néandertaliens fussent très intelligents, les Homo sapiens disposaient peut-être d'un subtil avantage intellectuel. Des inventions modestes, telles que le tissage et les aiguilles à coudre, pourraient nous avoir accordé un avantage décisif. Les scientifiques ont découvert des traces de tissage datant de 35 000 ans et des aiguilles à coudre remontant à 3000 ans. Le tissage permettait de fabriquer des paniers et des filets pour attraper la nourriture, tandis que les aiguilles à coudre permettaient de confectionner des vêtements et des abris plus efficaces, assurant ainsi chaleur et protection, deux éléments cruciaux pour la survie. Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, située à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues Moai. Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo. Nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère. L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Hérault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île.
Deux éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer. Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triaient sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural. Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher pensait avoir décrypté la structure du Rongorongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonie. Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale. Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le Rongorongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents
tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux aurait été une tâche ardue. Mais grâce à la numérisation et à l'apprentissage automatique, cette entreprise est devenue beaucoup plus accessible. Ces rouleaux possèdent une riche histoire. Ils appartenaient probablement à la bibliothèque personnelle d'un philosophe épicurien nommé Philodème. Ils renferment des informations d'une grande valeur sur la philosophie grecque et la littérature latine. Si nous en déchiffrons davantage, nous en apprendrons davantage sur l'histoire foisonnante de l'Empire romain. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que deux scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisèrent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années,
alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4 milliards 100 millions d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient recachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Voici Costello. C'est un poulpe de récif brésilien. Mais Costello n'est pas un poulpe ordinaire. En l'observant, les scientifiques ont découvert qu'il faisait peut-être des cauchemars. Lorsqu'il dormait, il changeait de couleur, faisait de grands mouvements, expulsait de l'eau et libérait même de l'encre. Ils ont donc décidé d'étudier Costello pendant un certain temps. Son comportement durant son sommeil ressemblait à du stress et à de la peur. L'étude a montré qu'il pouvait faire des rêves très intenses, parfois effrayants. Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul cas, ces mignonnes créatures sous-marines sont connues pour leur intelligence et leur comportement parfois proche de celui des humains. Et il est donc tout à fait possible qu'elles fassent des rêves comme nous. Dans le cas de Costello, il se peut qu'il soit hanté par ses souvenirs de sa vie au large des quais de Floride. Il a un passé chargé. Il a perdu un tentacule à cause d'un prédateur avant sa mise en captivité.
C'est peut-être ce qu'il voit dans ses rêves. Si cette découverte s'avère exacte, elle pourrait modifier notre conception de l'intelligence et de la conscience, tant chez les animaux que chez les humains. Les plantes peuvent parler. Les scientifiques ont découvert qu'elles émettent des clics ultrasoniques lorsqu'elles sont stressées. Imaginez des tomates et des plants de tabac complètement affolés. Les sons sont similaires à ceux du papier bulle, qui éclate, mais à une fréquence bien trop élevée pour nos oreilles. On appelle ça des signaux ultrasoniques. Ce serait leur façon de manifester leur stress. Cela signifierait que les plantes peuvent communiquer entre elles et que les plantes stressées aiment particulièrement se plaindre. Elles émettent entre 30 et 50 de ces bruits par heure. Les plantes calmes et en bonne santé sont beaucoup plus silencieuses. Et non seulement les plantes parlent, mais elles ont leur propre langage. Elles émettent des sons différents selon qu'elles ont soif, qu'une tige coupée les gêne, et ainsi de suite. De plus, certains de ces bruits sonnent l'alarme avant même que les plantes ne montrent des signes de déshydratation, c'est-à-dire qu'elles savent que leur situation est sur le point de s'aggraver. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi elles agissent ainsi. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de cavitation, un terme qui désigne des bulles d'air dansant dans la tuyauterie de la plante. Les plantes qui chantent ces symphonies sont le maïs, le blé, le raisin et même les cactus. Il s'agit d'une découverte importante pour l'agriculture. Elle pourrait notamment nous permettre de savoir quand nos cultures ont soif. Nous allons donc maintenant écouter les plantes et déchiffrer leur langage secret. C'est l'heure des infos universelles. Des études récentes bouleversent ce que nous pensions savoir sur l'âge de l'univers. Les résultats obtenus au cours des dernières décennies ont montré que l'univers devait avoir environ 13,7 milliards d'années. Or, une nouvelle étude montre qu'il pourrait être presque 2 fois plus vieux, jusqu'à 26,7 milliards d'années. Gardez à l'esprit que ce n'est pas prouvé et que, pour l'instant, le chiffre officiel reste inchangé. Pour mesurer l'âge de l'univers, les scientifiques se basaient sur le temps écoulé depuis le Big Bang et sur l'étude des étoiles anciennes. Mais certaines étoiles semblaient étrangement plus vieilles que l'univers. Par exemple, l'étoile Mathusalem, dont l'âge est estimé à environ 14 milliards d'années, ce qui serait plus vieux que l'univers. Et puis le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies qui étaient déjà très mûres quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Tout cela pose de sérieux problèmes aux astronomes. Cette nouvelle hypothèse combine la théorie de l'expansion de l'univers à celle de la lumière fatiguée. Cette dernière suggère que la lumière perd de l'énergie en parcourant les distances cosmiques. On combine ça à la théorie de l'expansion de l'univers. Et voilà. À mesure que l'univers s'étend, la lumière se fatigue. Ce qui explique que nous ne puissions pas voir toutes les étoiles super anciennes et très éloignées de nous. Et donc qu'il est possible que nous nous trompions dans nos calculs sur l'âge de l'univers. Ce nouveau modèle repousse également le moment où les galaxies auraient commencé à se former. Il nous suggère que les premières galaxies repérées par le télescope Webb ont mis beaucoup plus de temps à se former qu'on ne le pensait. Cette étude a ébranlé la communauté scientifique. Si nous avons commis une erreur de calcul aussi importante, nous devrons revoir les principes fondamentaux de l'astrophysique. Ce serait un pas de géant et il faudrait tout remettre à plat. Ou presque. C'est pourquoi il faut être très prudent. Les scientifiques sont en train de tester cette nouvelle théorie et il nous faut être patients. Mais il n'y a pas que des nouvelles sur l'espace. Les nouvelles technologies de l'IA sont déjà activement utilisées pour la recherche scientifique. L'IA nous aide à rechercher des signes de vie extraterrestres. Les chercheurs du SETI ont créé des algorithmes d'apprentissage automatique qui nous permettent de passer le bruit cosmique au crible plus rapidement et plus efficacement. Lorsque vous pointez un radiotélescope vers les étoiles, c'est comme si vous vous branchiez sur une station radio céleste remplie de signaux différents. Nous captons tout, des pulsars aux radiogalaxies en passant par les interférences terrestres. De toute évidence, il est difficile d'identifier un éventuel signal extraterrestre dans tout ce fatras. Pendant plus de 60 ans, les scientifiques ont dû faire tout ça manuellement. C'était une tâche ardue que de scruter le ciel et d'explorer les étoiles et les fréquences radio. Mais aujourd'hui, l'IA vient de nous aider. Ces algorithmes sont entraînés à reconnaître et à distinguer les modèles d'interférences connus, comme ceux des téléphones portables et des appareils électroniques, au milieu des données cosmiques. Ils repèrent
tout ce qui s'écarte de ces modèles. Les minuscules aiguilles dans l'immense botte de foin. Et nous avons déjà fait quelques percées. Les astronomes ont détecté 8 signaux qui ne correspondaient pas au modèle connu. Même s'il n'est pas confirmé qu'il s'agit de vie extraterrestre, ces signaux montrent qu'il existe un grand potentiel pour la recherche future. Pour en revenir aux animaux, penchons-nous maintenant sur la Terre préhistorique. Imaginez des tortues si massives qu'elles feraient passer leurs cousines d'aujourd'hui pour de minuscules jouets. Récemment, des scientifiques sont tombés sur les restes fossilisés de l'une de ces géantes. Il s'agit d'un titan marin qui sillonnait les eaux européennes il y a environ 75 millions d'années. La découverte fut accidentelle. Un randonneur du nord de l'Espagne est tombé sur des fragments de cette créature près des Pyrénées. Cette tortue faisait la taille d'un rhinocéros, 4 mètres de long. Pour vous donner une idée, ça correspond à une voiture moyenne. Cela montre que les tailles extrêmes étaient les plus courantes avant la grande extinction. Les tortues que nous connaissons aujourd'hui, plus petites mais néanmoins toujours imposantes, ont dominé par la suite. Mais les océans étaient jadis remplis de tortues géantes qui mangeaient des mollusques et des méduses. Cette découverte remet aussi en question l'idée selon laquelle les tortues géantes ne vivaient qu'en Amérique du Nord. L'existence de cette tortue prouve que ces reptiles colossaux fréquentaient également les eaux européennes. Il ne s'agit donc peut-être que de la partie émergée de l'iceberg. Enfin, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une grande découverte. Il a détecté un composé carboné crucial dans l'espace. Il s'agit du cation méthyle, et cette minuscule molécule, même si elle semble insignifiante, pourrait nous aider à percer les secrets de la chimie organique interstellaire. Le carbone est incroyablement important. Les molécules de carbone sont à la base de tout, des étoiles aux planètes, en passant par nous. C'est l'ingrédient clé de la vie. Et les scientifiques sont impatients de comprendre comment il a façonné notre existence sur Terre et s'il pourrait faire de même ailleurs dans l'univers. Le cation méthyle joue un rôle très important dans la création de molécules complexes à base de carbone. C'est pourquoi la découverte du cation méthyle, même s'il est très éloigné, est si importante. Les scientifiques de la NASA l'ont trouvé dans un jeune système stellaire. Ce système se trouve à environ 1350 années-lumière de nous, dans la nébuleuse d'Orion. L'étoile de ce système, qui est plus petite et un peu plus faible que notre Soleil, est bombardée par une intense lumière ultraviolette provenant d'étoiles chaudes, jeunes et massives, situées à proximité. On pourrait penser qu'un rayonnement UV aussi intense détruirait les molécules organiques complexes. Mais l'équipe de chercheurs pense qu'il pourrait en fait relancer la formulation de ces composés carbonés. Peut-être que les étoiles puissantes et leur niveau de rayonnement insensé fonctionnent en fait comme des sources d'énergie pour la vie. Elles déclenchent une réaction chimique en chaîne qui aboutit à des substances carbonées complexes comme les plantes et les animaux. Il semble que nous ayons trouvé une nouvelle pièce du puzzle. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la Vallée des Rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1
La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datait de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Lucas, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kérot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela ? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous, mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon ? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri.
Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en colliers par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au 19e siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971.
Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Dai continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles.
Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité, mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui ?